Madame? Vous êtes prêts? Oui, madame. Allez-y. Voilà. Chers maîtres, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le topo d'aujourd'hui portant sur les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie publiées en août 2021 sur le diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée est un problème majeur de santé publique, avec une prévalence croissante et des résultats médiocres, principalement en raison de l'absence d'un traitement efficace. Les recommandations de l'ESC 2021 représentent une continuité par rapport aux derniers publiés en 2016, en apportant plusieurs confirmations, sans oublier les publications de 2019. Le point fort de ces guidelines était le dépistage et le traitement des étiologies et des comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires, ainsi que l'étude phare du congrès, l'étude Empereur Préserve, qui sera détaillée dans ce topo. Donc, l'insuffisance cardiaque à effet conservé mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle va finalement concilier les concepts physiopathologiques de nos études. Alors, les recommandations qui viennent d'être publiées, l'insuffisance cardiaque à effet préservé est la parole pauvre comme d'habitude. Sachez que cette pathologie est en augmentation permanente en raison du vieillissement de la population. Elle représente actuellement 50% de l'ensemble des incidences cardiaques. Son pronostic semble être aussi mauvais que l'incidence cardiaque à effet réduite, avec des hospitalisations de l'ordre de 30%. Alors, je vais décrire devant vous une règle 4-50. L'incidence cardiaque à effet préservé correspond à une FE supérieure à 50%. La prévalence est de 50% après 70 ans. La mortalité cardiovasculaire, y compris les réhospitalisations, est de 50%. Et la mortalité à 5 ans est de 50%. Donc, vous pouvez retenir cette règle d'or de 50, ce qui vous permet de concevoir la gravité de cette affection. Quoi de neuf dans les lignes directrices 2021? On distingue les nouvelles recommandations ainsi que les changements par rapport à celles de 2016. Donc, l'insuffisance cardiaque n'est pas un diagnostic pathologique unique, mais un syndrome clinique composé de symptômes cardinaux qui peuvent être accompagnés de signes comme une pression veineuse jugulaire élevée, des crépitants, des œdèmes périphériques. Elle est due à une anomalie structurelle et ou fonctionnelle du cœur qui se traduit par des pressions intracardiaques élevées. L'identification de l'étiologie du dysfonctionnement cardiaque sous-jacent est obligatoire dans le diagnostic, car la pathologie spécifique peut déterminer le traitement ultérieur. La classification de l'insuffisance cardiaque a évolué. Donc, le concept d'insuffisance cardiaque à FE intermédiaire a été remplacé par celui d'insuffisance cardiaque à FE modérément réduite. Donc, on distingue ainsi désormais l'insuffisance cardiaque à FE altérée inférieure à 40%, l'insuffisance cardiaque à FE modérément réduite entre 41 et 49%, et l'insuffisance cardiaque à FE préservée supérieure ou égale à 50%. Cette approche est beaucoup plus simple et importante sur le plan thérapeutique. Si la FE est inférieure à 50%, les médicaments sont efficaces, permettant de réduire la mortalité, alors que si la FE est préservée, ils ne le sont pas. Cette directive a conservé la même nomenclature, mais il est important de noter que les cliniciens doivent savoir que la FE est une variable continue, avec une distribution normale dans la population générale, et que les seuils de FE utilisés dans les définitions sont donc arbitraires. Alors, le seuil d'une FE très élevé, par exemple, supérieur à 65-70%, doit également inciter à rechercher une pathologie, telle que l'amylose cardiaque ou la cardiomyopathie hypertrophique, ou une FE supranormale peut en résulter. En ce qui concerne le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à FE préservée, celui-ci repose toujours sur les mêmes recommandations, il n'y avait pas de changement. Donc, pour parler de cette pathologie, il faut 3 conditions. Des symptômes d'insuffisance cardiaque avec une FE supérieure ou égale à 50%, une élévation des BNP ou NT-proBNP, et troisièmement, une atteinte cardiaque structurelle et ou une dysfonction cardiaque. On détaillera chaque point de la définition. Ce qui concerne les symptômes, la terminologie la plus simple utilisée pour décrire la gravité de l'insuffisance cardiaque est la classification fonctionnelle de la New York Heart Association. Il est important de noter que les patients présentant des symptômes légers peuvent toujours présenter un risque élevé d'hospitalisation et de décès.
Les symptômes et les signes manquent de précision suffisante pour être utilisés seuls pour poser le diagnostic. On peut retrouver des signes typiques, à savoir l'essoufflement, l'orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne, la tolérance réduite à l'effort, le gonflement de cheville, et des signes spécifiques comme la pression veineuse jugulaire élevée, le reflux hépatojugulaire, le troisième bruit de Gallo, sans oublier les signes moins spécifiques, essentiellement la prise de poids et la toux nocturne, qui peuvent être une sonnette d'alarme pour chercher une insuffisance cardiaque méconnue. Le deuxième point de diagnostic étant les peptides natriurétiques, qui sont des biomarqueurs quantitatifs de la présence et de la sévérité des troubles cardiaques, du stress hémodynamique et de l'insuffisance cardiaque. Ces nouvelles recommandations ont insisté sur l'intérêt de ces biomarqueurs dans le diagnostic et la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, en se reposant sur ce position paper publié en 2019, qui détaille leurs indications importantes et souligne les principes clés de leur utilisation clinique. Sur ce schéma, on souligne l'importance des peptides natriurétiques avec leur double intérêt diagnostique et pronostic, en précisant la sévérité de l'atteinte. Des concentrations élevées soutiennent un diagnostic d'insuffisance cardiaque, sont utiles à des fins pronostiques et peuvent orienter d'autres investigations cardiaques. Donc, la mesure des peptides natriurétiques, elle est recommandée si disponible. Une concentration plasmatique de BNP inférieure à 35 ou de NT-proBNP inférieure à 125 picogrammes par ml rendent un diagnostic d'insuffisance cardiaque improbable. Comme on vient de dire, les concentrations plasmatiques de peptides natriurétiques sont recommandées comme test initial de diagnostic chez les patients présentant des symptômes évocateurs d'insuffisance cardiaque pour écarter le diagnostic. Cependant, il convient de noter qu'il existe de nombreuses causes de leur élévation, que ce soit cardiovasculaire et non cardiovasculaire, ce qui pourrait réduire leur précision diagnostique. Ces causes comprennent la fibrillation atriale, l'augmentation de l'âge et la maladie rénale. Inversement, les concentrations peuvent être disproportionnellement faibles chez les patients obèses. Dans ces mêmes recommandations, Christian Müller parle de cet algorithme de diagnostic de l'insuffisance cardiaque, qu'il y aura d'autres atteintes associées, notamment certains nombres de régurgitations, l'atteinte du VD isolé, mais souvent il y a de l'HTAP associé, et à la fin, on peut avoir une atteinte spécifique du massif auriculaire, et en particulier celle de l'oreillette gauche, ce qui décrit plusieurs phénotypes de l'insuffisance cardiaque. Donc, la Société européenne a donné la définition d'une insuffisance cardiaque à FE préservé, avec une FE supérieure ou égale à 50, c'est des symptômes et des signes, une élévation des peptides natriurétiques et un critère additionnel en plus, soit une altération de la structure cardiaque avec une hypertrophie du ventricule gauche ou dilatation de l'oreillette gauche, soit une dysfonction diastolique. Donc, on n'a pas forcément besoin de la dysfonction diastolique pour parler de cette pathologie et qu'elle devrait se définir par rapport à son approche physiopathologique où on retrouve également une dysfonction systolique qui est toujours présente, une élévation des pressions pulmonaires, une dysfonction ventriculaire droite, ainsi que des atteintes extracardiaques et des comorbidités fréquentes. On arrive à cette partie de la présentation sur les critères diagnostiques. À cette longue énumération, on prend en considération un certain nombre de paramètres morphologiques, auriculaires et ventriculaires gauche, et un certain nombre de paramètres qui sont des stigmates d'élévation des pressions de remplissage. 3 critères sont évalués pour déterminer si les pressions de remplissage sont élevées. C'est le rapport E sur E', c'est le volume auriculaire gauche indexé supérieur à 34 ml par mètre carré, et c'est la vitesse de régurgitation tricuspide supérieure à 2,8 mètres par seconde. Pour faciliter une large application clinique, cette directive recommande une approche pragmatique, simplifiée, qui distille les principaux éléments communs dans les critères de diagnostic antérieurs et met l'accent sur les variables les plus fréquemment utilisées, largement disponibles pour les cliniciens. Certaines de ces variables, en particulier la taille de l'objet, le flux métral, sont avérés être les points pivots au-delà desquels le risque de mortalité cardiovasculaire est augmenté. Cette recommandation est donc cohérente avec le document de consensus de l'Association de l'insuffisance cardiaque, Heart Failure Association, et ne représente pas un nouvel algorithme ou score diagnostique, mais plutôt une approche simplifiée. Par rapport aux recommandations de 2016, un certain nombre de critères ne fait pas partie des recommandations 2021 de bon sens du pratique quotidien,
comme le rapport E sur E' à l'effort et le strain global longitudinal du VG, qui n'a toujours pas acquis sa place dans ces lignes directrices. Donc, sur cette diapositive, l'algorithme de diagnostic de l'insuffisance cardiaque chronique. Un patient qui se présente avec des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque avec un ECG anormal, à compter qu'un ECG normal rend le diagnostic peu probable. Donc, l'ECG, il peut révéler des anomalies telles que la fibrillation atriale, les ondes Q de nécrose, l'HVG, les complexes QRS élargis, qui augmentent la probabilité du diagnostic et peuvent également guider le traitement. On complète en premier temps par le dosage des BNP. Si ceux-ci sont positifs ou si forte suspicion d'insuffisance cardiaque malgré leur négativité ou dosage indisponible, on complète par une échocardiographie en recherchant les anomalies structurelles et morphologiques, ce qui permettra de phénotyper l'insuffisance cardiaque et conduit la recherche étiologique par la suite. Donc, les tests diagnostiques recommandés chez tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique comprend un dosage des peptides natriurétiques, un ECG avec 12 dérivations, une échocardiographie, une radiothorax et les analyses sanguines de routine pour les comorbidités, y compris la formule sanguine complète, l'urée et les électrolytes, la fonction thyroïdienne, la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, les lipides et le statut martial comprenant le dosage de la capacité de transfert et la ferritinémie. Donc, ce qui a changé en matière d'examen complémentaire était principalement les peptides natriurétiques qui ont augmenté de grade avec une classe 1 recommandée et un niveau de preuve B versus une classe 2A, ça veut dire qui peut être considéré avec un niveau de preuve C dans les recommandations 2016. Ce qui est nouveau aussi en matière de diagnostic, c'est le cathétérisme cardiaque droit qui peut être envisagé chez certains patients atteints d'insuffisance cardiaque à effet préservé pour confirmer le diagnostic. Donc, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque à effet préservé diffère des autres classes, en ce que les patients sont plus âgés et plus souvent féminins, avec des comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires, comme la FA, l'obésité, l'insuffisance rénale, qui sont plus fréquents chez ce type de patients. La physiopathologie est hétérogène et complexe. Récemment, un nouveau paradigme a été proposé suggérant que les comorbidités cardiovasculaires et non cardiovasculaires coexistantes conduisent à un état inflammatoire systémique, perturbant la physiologie de l'endothélium et de l'environnement périvasculaire et engagent les voies moléculaires qui convergent finalement vers la fibrose myocardique. Donc, malgré tout ce qu'on vient de dire, le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à effet préservé reste difficile. Plusieurs critères diagnostiques ont été proposés par les sociétés et dans les essais cliniques. Plus récemment, 2 algorithmes basés sur les scores H2FPEF et HFA-PEF ont été proposés pour faciliter le diagnostic. Donc, les nouvelles recommandations ont également souligné l'intérêt de ces scores. Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque à effet préservé dépendra d'une combinaison de paramètres dérivés de la clinique, du laboratoire et de l'imagerie. Ce tableau représente le HFA-PEF algorithme, validé lors de ces recommandations avec les différentes étapes de diagnostic. Donc, le P représente l'évaluation pré-test avec l'étude des comorbidités, mais aussi, il faut éliminer le diagnostic différentiel. Le E renseigne sur les données de l'échocardiographie et le dosage des peptides. Le F1, c'est les investigations avancées avec les tests fonctionnels représentés essentiellement par l'écho de stress et le cathétérisme en cas d'incertitude diagnostique. Et le F2, c'est la recherche étiologique comme la scintigraphie, l'IRM, les tests génétiques, etc. Donc, alors l'algorithme E a l'originalité de comporter des critères majeurs et des critères mineurs. Parmi les critères majeurs, on retrouve les anciennes valeurs échocardiographiques avec le rapport E sur E' dont la valeur C a été remontée à 15, la vitesse de l'insuffisance tricuspide supérieure à 2,8, un volume de logis supérieur à 34 et des valeurs seuil de la masse ventriculaire gauche qui ont été augmentées à 149 pour les hommes et 122 pour les femmes. Notez que le strain global longitudinal fait partie des critères mineurs avec une valeur seuil inférieure à 16%. Pour les peptides, les anciens seuils font partie également des critères mineurs. L'originalité, c'est qu'on tient compte de la fibrillation atriale avec ces mêmes valeurs seuil multipliées par 3. Donc, les nouvelles recommandations
propose de calculer le score HFA-PEF à l'aide d'une échocardiographie détaillée et du dosage des peptides natriurétiques. Un diagnostic définitif peut être posé si le score atteint au moins 5 points et il est peu probable en cas de score bas inférieur à 2. Dans ce cas, il faut chercher d'autres explications possibles aux plaintes. Si le score est intermédiaire entre 2 et 4 points, la présence d'une insuffisance cardiaque à effet préservé reste incertaine et il faut recourir à une évaluation fonctionnelle en moyen d'une échocardiographie de stress ou d'un test de stress diastolique invasif. Donc, une proportion importante des patients souffrant de l'insuffisance cardiaque à effet préservé ont des pressions de remplissage normales au repos, mais développent des pressions de remplissage élevées à l'effort en raison d'une réduction de la capacité de réservoir diastolique. Ça concerne les patients de la zone grise qui ont un score entre 2 et 4. Donc, il faut aller à l'étape F1, Functional Testing, à l'aide de l'écho de stress. Vous mesurez le rapport E sur E' et la vitesse tricuspide. Si ça ne suffit pas, il faut aller à l'étape hémodynamique si besoin à l'effort. Donc, l'approche du diagnostic doit impliquer des tests de confirmation supplémentaires en cas d'incertitude diagnostique, tels que les tests d'effort et les tests hémodynamiques invasifs. Donc, à l'étape hémodynamique, à l'aide d'un cathétérisme cardiaque droit avec une pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 au repos et supérieure à 25 à l'effort, reconnaissant que les tests d'effort hémodynamique invasifs ne sont pas disponibles dans de nombreux centres dans le monde et qu'ils sont associés à des risques. Leur utilisation principale est limitée au cadre de la recherche. En absence de tout traitement modificateur de la maladie, les directives actuelles n'imposent pas les tests de référence chez chaque patient pour poser le diagnostic, mais soulignent que plus le nombre de marqueurs objectifs non invasifs des pressions de remplissage VG sont élevés, plus la probabilité du diagnostic est augmentée. L'indisponibilité des tests invasifs limite la large applicabilité clinique des scores et démontre l'incertitude diagnostique en cours de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Dès que la suspicion de l'insuffisance cardiaque est confirmée, il faut activement rechercher s'il existe une cause sous-jacente. C'est l'étape Find the Etiology, F2. Cette étape est également essentielle et elle permet de définir le traitement adéquat. Ainsi, une épreuve sur vélo peut aider à objectiver une ischémie ou une incompétence chronotrope. La réponse tensionnelle durant une épreuve sur vélo peut également être un moyen de diagnostiquer une cardiopathie hypertensive sous-jacente. Par ailleurs, pour exclure toute cardiomyopathie sous-jacente, on peut également demander une IRM cardiaque, voire envisager une biopsie myocardique. Enfin, une scintigraphie myocardique ou des analyses de laboratoire spécifiques peuvent aider à détecter la cause sous-jacente. Étant donné l'absence de traitement evidence-based universel, il est capital de rechercher intensivement l'étiologie afin qu'on puisse titrer le traitement en fonction du phénotype d'insuffisance cardiaque sous-jacent, sinon le traitement reste purement supportif. Environ la moitié de tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque dans le monde ont une FE à 50%. Les principaux contributeurs de l'insuffisance cardiaque à effet préservé sont l'hypertension artérielle, le vieillissement, les maladies coronariennes, le diabète, le syndrome métabolique, l'obésité et les maladies rénales. La maladie coronarienne occulte est une cause fréquente et potentiellement réversible de cette pathologie. Il est essentiel d'exclure les mimiques, y compris les affections non cardiovasculaires et les autres causes d'insuffisance cardiaque, telles que la valvulopathie, la maladie péricardique, la cardiomyopathie, l'amylose cardiaque. Ce tableau résume les tests recommandés pour déterminer l'étiologie sous-jacente de l'insuffisance cardiaque avec les différentes présentations et étiologies. Donc, ces diapositives récapitulent les différentes étapes diagnostiques de l'insuffisance cardiaque à effet préservé qui représente un défi par rapport à celui de l'insuffisance cardiaque à effet altéré. En conséquence, elle ne peut pas être diagnostiquée qu'à partir d'une seule mesure échocardiographique et l'inclusion de paramètres fonctionnels et structurels récemment validés dans un score diagnostique peut mieux définir ce trouble hétérogène. En 2018, l'équipe de la Mayo Clinic a proposé un algorithme nommé H2FPEF. Alors, il y a deux H. Le H pour heavy, c'est l'obésité avec un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré, ça vaut 2 points. L'hypertension artérielle avec un seul point. La fibrillation atriale, ça vaut 3 points. L'hypertension pulmonaire avec les PAP supérieures à 35 à l'écho, 1 point.
L'âge supérieur à 60 ans, 1 point également. Et le F pour feeling pressure, un rapport E sur E' supérieur à 9, ça vaut 1 point. Vous obtenez un score de probabilité qui est bas entre 0 et 1, qui est élevé à partir de 6, et entre les deux, il y a une zone grise. Avec ces mémotechniques H2FPF, on peut calculer la probabilité d'avoir une insuffisance cardiaque à effet préservé selon le nombre de points. Ce score est concordant avec la prévalence prédite, mais on peut remarquer qu'à peu près 25%, le quart des patients en bas score, quand même, ils ont eu une insuffisance cardiaque à effet préservé. Ce score a l'avantage de sa simplicité et un score élevé a une valeur prédictive positive et pronostique. Donc, il sera utilisé uniquement pour prédire le pronostic de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Un score supérieur ou égal à 5 est corrélé à une augmentation de la mortalité et des hospitalisations pour des compensations. Notez bien qu'en présence de FA qui est assez fréquente chez ces patients, le C pour l'indice de volume de l'OG, elle est supérieure à 40 et la vitesse de régurgitation tricuspide au pic de stress, elle est supérieure à 3,4. Un autre élément très important dans l'évaluation échocardiographique est la fonction VD. Il est maintenant bien établi que la dysfonction du ventricule droit est très répandue et contribue à un mauvais pronostic dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé avec une morbimortalité élevée. Et c'est à rechercher systématiquement. Les nouvelles recommandations ont mis le point sur l'origine du développement de cette dysfonction ventriculaire droite et de son rôle clinique dans le syndrome de l'insuffisance cardiaque à effet préservé en se basant sur ce position paper publié en 2018 à l'Association de l'insuffisance cardiaque sur les mécanismes et la prise en charge de la dysfonction ventriculaire droite dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc, en regard physiopathologique, l'insuffisance cardiaque à effet préservé est plus qu'une maladie. Il s'agit d'un spectre pathologique impliquant à des degrés divers la dysfonction ventriculaire, le couplage ventriculo-artériel, l'oreillette et le système nerveux autonome et les autres organes. Nous rappelons ce schéma qui représente les différentes pistes physiopathologiques de l'insuffisance cardiaque à effet préservé qui vont être la base du traitement et se caractérise par tout un cortège de comorbidités aussi bien pulmonaires avec la BPCO que l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale avec l'hypervolémie, l'anémie, etc. Ce cortège de comorbidités explique ensuite les symptômes qui sont souvent reliés aux différentes comorbidités avec des traitements particuliers. La multitude des facteurs de risque et des facteurs physiopathologiques associés en font un syndrome clinique hétérogène, explique que les traitements jusqu'à ce jour sont relativement décevants avec des essais cliniques peu probants. Elle se caractérise par une physiopathologie très complexe et une hétérogénéité des facteurs. Elle s'accompagne également de dysfonction ventriculaire avec défaut de relaxation et un défaut de remplissage, avec un certain degré de dysfonction systolique qui peut s'aggraver. De nos jours, l'hypothèse la plus créditée propose que le fardeau élevé des comorbidités déclenche un état pro-inflammatoire systémique, altère la physiologie de l'endothélium et par la suite l'environnement périvasculaire, active des voies moléculaires complexes qui convergent finalement vers la fibrose myocardique, entraînant un raidissement du ventricule, un dysfonctionnement diastolique comme suggéré par l'élévation des biomarqueurs inflammatoires. Il existe également, et c'est très important, une dysfonction atriale, une insuffisance chronotrope avec dysfonction vasculaire et un couplage ventriculo-artériel défect. Donc, le concept physiopathologique, auparavant, on parlait d'insuffisance cardiaque diastolique et ça a été changé par l'insuffisance cardiaque à effet préservé parce qu'on s'est aperçu que cette entité ne comportait pas uniquement la dysfonction diastolique, qui est certes une pierre angulaire dans cette pathologie. Quand on parlait de dysfonction diastolique, on parle donc de l'HTA et du vieillissement, ce qui causera une rigidité, un remodelage concentrique, une fibrose et un remodelage du ventricule et de l'oreillette gauche. Et bien évidemment, un retentissement sur les cavités droites. Par la suite, le concept actuel inclut une inflammation endothéliale microvasculaire systémique qui elle-même découle des mêmes comorbidités. Cette diapositive récapitule les différents mécanismes contributifs et les différents volets physiopathologiques.
Avant de traiter, il faut phénotyper les malades. Selon les facteurs de risque, les mécanismes physiopathologiques, chaque malade aura une étiquette et un traitement personnalisé au cas par cas. Cette pathologie est un ensemble de symptômes avec des tableaux très diversifiés. La caractérisation de cette pathologie en phénotype distinct fait améliorer les traitements individualisés aux patients les plus susceptibles de répondre favorablement et c'est un élément primordial dans la prise en charge. Ce terme phénotype, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un profil clinique et ou biologique et ou morphologique et ou hémodynamique d'un patient porteur d'une insuffisance cardiaque à effet préservé. Le traitement chez les patients atteints de cette pathologie devrait donc être appareillé à des phénotypes distincts, identifiant ainsi des groupes de patients les plus susceptibles de bénéficier d'interventions ciblées. Une thérapie efficace possible pourrait être déterminée par l'identification de groupes de patients, comme le montre cet article publié dans le Journal européen de l'insuffisance cardiaque en mars 2021. Donc, malgré cette épidémie croissante, les pharmacothérapies évaluées à ce jour n'ont uniformément pas réussi à modifier les résultats cliniques. Sur ce tableau, les différents essais thérapeutiques avec les phénotypages. Prenons par exemple l'étude Paragon. Donc, Scott Solomon a choisi des critères morphologiques tels que la dilatation auriculaire et l'HVG. Elle a choisi des critères biologiques, c'est l'élévation des BNP, et d'autres critères comme l'utilisation chronique des diurétiques et l'âge supérieur à 50 ans. Donc, elle a défini sa population cible et l'a phénotypée avant de traiter. De nombreuses étapes de la cascade de signalisation qui vont de l'inflammation systémique à l'élasticité myocardique sont des cibles thérapeutiques valides pour la grande majorité de la population. C'est-à-dire, on a par exemple le phénotype de congestion pulmonaire, l'incompétence chronotrope, l'hypertension pulmonaire, la fibrillation atriale, la maladie coronaire, etc. À ce jour, aucun traitement ne s'est avéré réduire de manière convaincante la mortalité et la morbidité chez les patients atteints de cette pathologie. Bien que des améliorations aient été observées pour certains phénotypes spécifiques de patients dans le cadre global. Il s'agit notamment du PEP-CHF pour le pérendoprile, l'étude Charme-Préserve avec le condesartan, le Paragon HF avec le sacubitril/valsartan et le top 4 pour la spironolactone. Donc, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ont été réduites par le condesartan et la spironolactone et il y avait une tendance à la réduction avec le sacubitril/valsartan. Bien que ces essais étant neutres pour leurs critères d'évaluation principaux, il ne s'agit que des conclusions génératrices d'hypothèses. Bien que le nivolol ait significativement réduit le critère d'évaluation principal combiné de la mortalité toute cause et de l'admission à l'hôpital dans l'essai senior, cet essai n'incluait que 15% avec un effet supérieur à 50%. Donc, les essais ciblant la voie de l'oxyde nitrique guanosine monophosphate cyclique n'ont également pas réussi à améliorer l'exercice. Dans l'étude Paragon HF chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque à effet préservé cliniquement manifeste, qui a inclus un effet supérieur à 45% avec un âge supérieur à 50 ans, avec une symptomatologie INYHA de 2 à 4, des anomalies structurelles, l'utilisation de diurétiques et l'élévation des peptides natriurétiques. Il n'y avait pas de différence significative dans l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et les décès d'origine cardiovasculaire entre les patients sous sacubitril/valsartan par rapport au valsartan seul. Donc, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité. Donc, la spironolactone, le sous-groupe d'individus de l'étude top 4 recrutés dans l'Amérique, présentait une réduction significative du critère d'évaluation principal de décès d'origine cardiovasculaire et d'hospitalisation. Et une analyse post-hospitalière ultérieure par la fraction d'éjection a montré une réduction significative des résultats pour ceux avec un effet inférieur à 55%. À noter que l'utilisation de la spironolactone nécessite un monitoring strict de la calémie et du DFG. Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Stephen Anker rapportait durant le congrès de l'ESC 2021 le résultat de l'étude Empereur Préserve.
Un essai clinique phase 3 contrôlé, randomisé, mené pour évaluer l'efficacité de l'empagliflozine, un inhibiteur du transporteur sodium-glucose SGLT2 inhibiteur chez les patients atteints de cette pathologie. Nous rappelons ici le mot d'accent. Donc, alors, l'empagliflozine est un médicament qui fait partie de la classe des SGLT2 inhibiteurs qui bloque ici le transporteur sodium-glucose au niveau du tube proximal rénal. Et bien entendu, si on le bloque, on augmente la concentration des urines en sodium et en glucose et on provoque une diurèse osmotique. Donc, probablement l'effet bénéfique des SGLT2 inhibiteurs en matière d'insuffisance cardiaque est l'effet diurétique. Étude classique, un essai clinique randomisé en double aveugle contre placebo qui inclut 5 988 patients avec une FE supérieure à 40%, avec ou sans diabète, dans 622 centres et 23 pays pour recevoir soit de l'empagliflozine 10 mg par jour ou un placebo et suivi pour une période de 26 mois. Donc, les critères d'inclusion associant, on rappelle une FE qui était supérieure à 40%, des NT-proBNP supérieur à 300 et supérieur à 906 FA, ainsi qu'un antécédent d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou des preuves d'une anomalie cardiaque structurelle. J'attire votre attention que les patients ne devraient pas avoir une hypotension symptomatique avec une systolique en dessous de 100 mm de mercure et on tolérait les patients jusqu'à un débit de filtration glomérulaire à 20. Le critère de jugement principal était le composite d'un décès cardiovasculaire et d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les critères secondaires étaient les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et le taux de déclin du DFG. Après un suivi médian de 26 mois, donc le critère principal est survenu chez 415 patients sous empagliflozine et 511 patients sous placebo avec un hazard ratio de 0,79. Cet effet favorable est constaté pour des effets de 40 à 50% et de 50 à 60%, mais l'effet était neutre pour les effets supérieurs à 60%. Cette différence est principalement due à une diminution du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque. De plus, le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque était inférieur sous empagliflozine. Le déclin du DFG était plus lent avec moins de 1,25 versus moins 2,62. Comme caractéristique de base des patients de cette étude, on voit ici l'âge moyen de 72 ans avec une bonne participation féminine, à peu près de 45% de la population de l'étude. Finalement, pas une majorité de patients diabétiques, 49% dans l'étude. Un débit de filtration glomérulaire moyen qui était encore préservé de 60 ml/minute dans 50% des cas. Et encore des patients symptomatiques en classe NYHA 2 ou 3 principalement. Et puis ça, c'est très important et on discutera tout à l'heure. Un tiers des patients avec une FE entre 40 et 50%, un tiers entre 50 et 60%, et puis le dernier tiers supérieur ou égal à 60%. Ici, quelques résultats en termes de signes vitaux et de paramètres de laboratoire qui nous permettra de comprendre l'effet physiologique de cette classe de médicaments. Vous voyez sur l'étude une réduction de l'hémoglobine glyquée, tout à fait claire dans le groupe empagliflozine par rapport au placebo, une augmentation de l'hématocrite qui est due à la fois à l'hémoconcentration, mais aussi l'impact direct du médicament sur les rétropoïèses, une diminution du poids à peu près moins de 1,4 kg, une diminution de la pression artérielle de 2 mm de mercure de la systolique, une diminution de l'acide urique et aussi du NT-proBNP. Maintenant, quel est le résultat en termes d'événements cliniques? Sur cette courbe, vous voyez une réduction très nette de cet endpoint de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour décompensation, avec diminution du risque relatif de 21% dans le groupe traité par empagliflozine, avec un NNT de 31. C'est tout à fait excellent. Donc, les résultats étaient cliniquement significatifs. Les analyses de ce groupe pour vous montrer ici qu'il n'y avait absolument aucune différence comme c'était le cas des autres études selon le sexe. Par contre, j'attire votre attention ici sur le fait qu'il semble qu'il y a une tendance pour les patients qui avaient
une fraction d'éjection inférieure à 50% a plus bénéficié du traitement que ceux qui avaient une FE supérieure à 50%. En matière d'effets indésirables, vous le voyez ici dans la globalité des effets indésirables. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. De même, les effets indésirables considérés comme graves, je vous signale ici qu'il y avait très peu d'acidocétose et un peu plus d'infections génitales et urinaires dans le groupe empaquetévlocine. Donc, clairement, c'est une étude marquante parce que c'est la première qui montre des bénéfices en termes de réduction d'hospitalisation, ce qui va avoir un impact sur notre pratique clinique. Par contre, ce qu'on peut critiquer, c'est qu'elle a inclus 2/3 de patients qui avaient des critères rigoureux d'insuffisance cardiaque à FE préservée. Cependant, 1/3 des patients dans cette étude avaient une FE entre 40 et 50%. Donc, une insuffisance cardiaque à FE modérément réduite. Groupe dont on sait qu'il est physiologiquement plus proche du groupe de l'insuffisance cardiaque à FE altérée, donc il est plus susceptible de bénéficier de ce type de molécules, ce qui est un point négatif dans cette étude. Donc, une pathologie très importante en représentant 50% des insuffisances cardiaques, mais également une pathologie très frustrante, parce que depuis des dizaines d'années, comme on vient de voir, on a eu de multiples essais cliniques randomisés qui se sont tous revenus négatifs. D'où le fait que les guidelines à répétition nous signalent qu'on n'a aucun traitement qui a pu de manière convaincante diminuer la mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez ces patients? En absence de recommandations concernant les thérapies de fond, le traitement doit viser à réduire les symptômes de congestion avec les diurétiques. Les diurétiques de long sont préférés, bien que les diurétiques thiazidiques puissent être utiles pour gérer l'hypertension. La réduction du poids corporel chez les patients obèses et l'augmentation de l'exercice peuvent améliorer davantage les symptômes et la capacité d'exercice et doivent donc être envisagés chez les patients appropriés, mais sinon, on n'a pas de traitement à viser pronostic. Il est important d'identifier et de traiter les facteurs de risque sous-jacents, l'étiologie et les comorbidités coexistantes, la maladie coronaire, l'amylose, la fibrillation atriale et les cardiopathies valvulaires. Les inhibiteurs de SGLT2 sont recommandés en classe 1A chez les patients diabétiques à haut risque de maladie cardiovasculaire ou atteints d'une maladie cardiovasculaire afin de prévenir les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Sans aucun doute, le traitement de certains phénotypes sous-jacents du syndrome conduit à de meilleurs résultats. Donc, il faut absolument traiter les facteurs de risque modifiables de l'insuffisance cardiaque avec une activité physique régulière, un régime alimentaire équilibré avec perte de poids, un arrêt du tabac et de l'alcool, le vaccin contre la grippe, le traitement et diagnostic précoce des infections, notamment streptococciques, une surveillance de la fonction cardiaque et des effets secondaires, adaptation de dose et changement de chimiothérapie pour les patients cancéreux sous chimiothérapie, comme exemple les anthracyclines, en évitant leur cardiotoxicité. Et la même chose pour les malades sous radiothérapie thoracique, traitement de l'HTA et ajustement de mode de vie pour les patients hypertendus. En ce qui concerne les diabétiques, il faut maintenir une activité physique et alimentation saine, ainsi l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 et enfin changement de mode de vie, traitement par statine et pour les malades avec coronaropathie. Donc, les recommandations pour le traitement de la fibrillation auriculaire chez les patients en insuffisance cardiaque, un traitement à long terme avec un anticoagulant oral est recommandé chez tous les patients atteints de fibrillation atriale et d'insuffisance cardiaque et avec un chasse vasque supérieur ou égal à 2 chez les hommes et supérieur ou égal à 3 chez les femmes. Les AOD sont recommandés de préférence aux AVK chez les patients, sauf en cas de sténose mitrale modérée ou sévère ou des prothèses valvulaires cardiaques mécaniques. En ce qui concerne le contrôle de rythme pour l'insuffisance cardiaque à effet préservé, il y a peu de preuves pour démontrer l'efficacité de tout agent. Les CRAT-AF a comparé la digoxine au bisoprolol dans les patients présentant des symptômes persistants de FA et de classe NYHA, classe 2 jusqu'à 4. Par rapport au bisoprolol, la digoxine a eu le même effet sur la qualité de vie à 6 mois et un meilleur effet sur le score EHRA et la classe NYHA. Donc, la coronaropathie invasive, donc la coronarographie invasive est recommandée chez les patients souffrant d'angine de poitrine malgré un traitement pharmacologique ou des arythmies ventriculaires symptomatiques.
L'hypertension, c'est la cause la plus fréquente de l'insuffisance cardiaque à effet préservé avec une prévalence de 60 à 89%. Les patients atteints de cette pathologie ont aussi fréquemment une réponse hypertensive qui est exagérée à l'exercice et peuvent se présenter avec œdème pulmonaire aigu hypertensif. Donc, les agents antihypertenseurs, y compris les IEC, les ARA2, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et les diurétiques, réduisent l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Donc, les ARA2, la réduction de la tension artérielle conduit également à la régression de l'HVG, dont le degré dépend de la classe thérapeutique utilisée. Les ARA2, les IEC, les inhibiteurs calciques provoquent une régression de l'HVG plus efficace que les bêta-bloquants et les diurétiques. Une hypertension mal contrôlée peut précipiter des épisodes de décompensation et les causes de l'hypertension secondaire telles que la maladie rénale vasculaire ou parenchymateuse, l'altostéronisme primaire et l'apnée obstructive du sommeil doivent être exclus ou envisagés pour un traitement spécifique. L'insuffisance cardiaque et l'AVC coexistent fréquemment en raison d'un chevauchement de facteurs de risque. Un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral est également présent chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque en rythme sinusal. La F1 confère un risque supplémentaire et les patients atteints d'insuffisance cardiaque et F1 ont un risque 5 fois plus élevé par rapport à la population témoin, nécessitant une anticoagulation en fonction du charge spasme. Donc, les dystéroïdies, le traitement des troubles thyroïdiens doit être guidé par les directives générales endocriniennes. Il n'y avait pas d'essai randomisé évaluant l'efficacité de la thérapie dans l'hypothyroïdie infraclinique, mais il existe un accord général pour la corriger lorsque la TSH est supérieure à 10, en particulier chez les patients de moins de 70 ans. Une correction peut également être envisagée à des niveaux de TSH inférieurs, entre 7 et 10. L'hyperuricémie est une constatation fréquente chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique avec une prévalence allant jusqu'à 50%. Elle peut être causée ou aggravée par un traitement diurétique. Selon ces nouvelles guidelines, l'allopurunol est recommandé comme antiuricémiant de premier choix chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque sans contre-indication. En ce qui concerne le traitement des crises de gouttes aiguës, les AINS peuvent aggraver la fonction rénale et précipiter une décompensation aiguë. La colchicine doit être préférée car elle est associée à moins d'effets secondaires. Cependant, elle doit également être utilisée à prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère et elle est contre-indiquée chez les patients sous dialyse. La vaccination antigrippale est associée à un risque réduit de décès toutes causes confondues chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque dans les études observationnelles et les analyses rétrospectives. Donc, la vaccination contre la grippe et le pneumocoque ainsi que la vaccination contre la COVID-19 lorsqu'elle est disponible doivent être envisagées chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Une entité particulière dans cette insuffisance cardiaque à effet préservé, c'est la cardiomyopathie amyloïde. Là, il y a du nouveau. Donc, comme vous le savez, il en existe 3. L'amylose AL, qui est une maladie hématologique relevant de la chimiothérapie, l'amylose héréditaire à transthérétine et l'amylose sauvage aux cellules. Donc, dans ces guidelines, le tafamidis est recommandé chez les patients présentant des symptômes d'amylose transthérétine prouvés par des tests génétiques et des symptômes de classe 1 ou 2 de la NYH1 pour réduire les symptômes, les hospitalisations cardiovasculaires et la mortalité. C'est une molécule qui va stabiliser la forme circulante de la transthérétine. Il va freiner l'évolution de la maladie, mais ne va pas faire disparaître complètement. L'obésité peut être une cause majeure d'insuffisance cardiaque à effet préservé et les patients obèses atteints de cette pathologie présentent plusieurs mécanismes physiopathologiques qui diffèrent des patients non obèses atteints de la même pathologie. La restriction calorique et l'entraînement physique ont eu des effets bénéfiques additifs sur la capacité d'exercice et la qualité de vie des patients souffrant d'obésité et d'insuffisance cardiaque dans un essai randomisé. La réadaptation cardiaque fait partie intégrante du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Elle comporte plusieurs volets réalisés par des équipes multidisciplinaires. Le réentraînement physique, l'optimisation des traitements médicamenteux, le soutien psychologique, éducation thérapeutique, ce qui permet de lutter contre les conséquences délétères de l'insuffisance cardiaque, d'améliorer les symptômes, la qualité de vie et le pronostic des patients. Les guidelines recommandent la prescription d'un programme de réadaptation cardiaque supervisé et basé sur l'exercice
avec une recommandation classe 2A, doit être envisagée chez les patients présentant une maladie plus grave, une fragilité ou des comorbidités. Ces guidelines n'ont pas oublié la femme enceinte. Les femmes ayant une insuffisance cardiaque préexistante ont un risque plus élevé de complications cardiovasculaires liées à la grossesse, y compris la décompensation. Les patientes à risque modéré et élevé selon la classe 3 et 4 modifiée de l'organisation doivent être orientées vers un centre spécialisé doté d'une équipe multidisciplinaire de cardiologie de la grossesse. La prise en charge pré-grossesse comprend la modification des médicaments existants contre l'insuffisance cardiaque pour éviter les dommages fœtaux. Les IEC, les ARA2, le sacubitril/valsartan, les antagonistes des minéralocorticoïdes, l'ivabradine et les inhibiteurs de SGLT2 sont contre-indiqués et doivent être arrêtés avant la conception avec une surveillance clinique et échocardiographique étroite. Les bêta-bloquants doivent être poursuivis et remplacés par les bêta-bloquants sélectifs. L'anticoagulation thérapeutique par HBPM, héparine à bois pulmoniculaire au premier et dernier trimestre et par AVK avec des INR cibles habituelles ou HBPM pour le deuxième trimestre est recommandé pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque et de FA. Les AOD doivent être évités. Dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire, il est recommandé que les patients atteints d'insuffisance cardiaque soient inscrits dans un programme multidisciplinaire de prise en charge afin de réduire le risque d'hospitalisation. Sans oublier encore une fois les vaccinations contre la grippe annuellement et le pneumocoque chaque 5 ans qui doivent être envisagées afin de prévenir les hospitalisations. Ces guidelines ESC 2021 ont insisté sur l'importance de l'éducation du malade et son participation à la prise en charge. Des autosoins adéquats sont essentiels à la prise en charge efficace et permettent aux patients de comprendre ce qui est bénéfique et d'accepter des plans d'autosurveillance et de prise en charge. Les patients atteints d'insuffisance cardiaque qui rapportent des autosoins plus efficaces ont une meilleure qualité de vie, des taux de réadmission plus faibles et une mortalité réduite. En vue de la pandémie du COVID-19 et d'après les recommandations de l'ESC 2021, la télésurveillance du patient insuffisant cardiaque permettrait de réduire les hospitalisations pour décompensation cardiaque ou événements cardiovasculaires avec un moindre niveau de preuve, de potentiellement réduire la mortalité. Donc, la télésurveillance serait une méthode efficace en termes d'éducation thérapeutique et de réduction d'hospitalisation, mais uniquement si le personnel médical ou paramédical est suffisamment organisé pour pouvoir répondre aux alertes des patients. Donc, pour conclure, on rappelle les points essentiels de ces recommandations. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée est devenue la forme la plus courante d'insuffisance cardiaque, associée à une morbidité et une mortalité importante. Le dosage des BNP et l'échocardiographie jouent un rôle clé dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque selon des algorithmes. Un test d'effort diastolique est recommandé lorsque ces marqueurs sont équivoques. À ce jour, aucun traitement n'a démontré qu'il réduisait la mortalité et la morbidité chez ces patients. La caractérisation en phénotype est primordiale pour guider la prise en charge. Il est recommandé que les patients atteints de diabète de type 2 soient traités avec des inhibiteurs SGLT2. Les diurétiques sont recommandés chez tous les patients présentant une congestion afin d'atténuer les symptômes et les signes. Et enfin, il est recommandé que tous les patients atteints d'insuffisance cardiaque soient inscrits dans un programme de prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie. Merci, Dr Zahri. Merci, madame.